En février 1956, le thermomètre est descendu à -20 par endroits dans le Luberon, et il y est resté près de 3 semaines. Les oliviers ont éclaté. Je dis bien éclaté. Les troncs se sont fendus dans la nuit avec un bruit de coups de fusil, et au matin, des arbres qui avaient vu passer Louis XIV étaient morts debout. Et pourtant, cet hiver-là, dans la cuisine de ma grand-mère, on a mangé des abricots de juillet, en plein mois de février, dans une maison qui n'avait pas de congélateur et qui n'a eu un réfrigérateur que 10 ans plus tard. Elle n'avait rien acheté. Tout ce qu'elle a posé sur la table ce soir-là venait de ses arbres et de ses mains, préparé 6 mois à l'avance, sans savoir qu'elle en aurait besoin. Je vais vous montrer comment elle faisait, et comment faisaient tous les anciens avant elle, parce que ce savoir tient en une seule règle, et qu'avec cette règle, vous pouvez garder presque n'importe quel fruit de votre été jusqu'au cœur de l'hiver. Likez si ça vous a aidé. Abonnez-vous si vous voulez la suite. Je m'appelle Marcel Fontaine. Je tiens des ruches dans le Luberon, et mon voisin Bernard, qui fait de l'huile à 2 km de chez moi, a encore dans son verger une trentaine d'oliviers à 4 ou 5 troncs. Ce sont les rescapés de 56, coupés au ras du sol après le gel et repartis de la souche. Et chaque olivier provençal, qui pousse en touffe, est une cicatrice de cet hiver-là. Ma mère avait 12 ans à l'époque. Moi, j'ai connu la grand-mère d'après, celle des années 60, qui faisait encore les mêmes gestes parce qu'elle avait appris une fois pour toutes ce que vaut une réserve. Derrière sa cuisine, il y avait une petite pièce sans fenêtre qu'elle appelait la souillarde, et j'y ai passé des heures quand j'étais gamin. Ça sentait la figue sèche et le coing. Des bocaux en rang, les pêches dans leur sirop, les cerises dans l'eau-de-vie avec leur couleur de vitrail, les pots de confiture et leurs ronds de papier. Au plafond, un filet avec un melon dedans. Et je me souviens d'avoir compris, sans les mots pour le dire, que cette maison ne craignait pas grand-chose. Un enfant n'oublie pas ça. Avant le détail, la règle qui commande tout le reste. Un fruit pourri parce qu'il est plein d'eau. Un abricot frais, c'est plus de 8/10 d'eau. Et tout ce qui gâte un fruit a besoin de cette eau pour travailler. Les anciens ne connaissaient pas les microbes, mais à force d'essais et de peaux perdues, ils avaient trouvé 4 façons de régler leur compte à l'eau. La sortir du fruit, au soleil. La rendre inutilisable, avec du sucre ou de l'alcool. Tuer ce qui s'en sert et fermer la porte, avec la chaleur et un bocal. Ou ralentir le fruit lui-même, au frais et dans le noir, en le gardant vivant. Toutes les méthodes du monde tiennent dans une de ces 4 cases. Le soleil d'abord, parce que c'est le plus vieux de tous et que chez nous il ne coûte rien. Ma grand-mère faisait sécher sur des canisses ces claies de roseaux fendus. Elle les posait sur 2 tréteaux, en plein soleil. Les figues fendues en 2, la chair vers le ciel. Les abricots ouverts et dénoyautés. Et par-dessus, un voile de tulle, parce que les guêpes du Luberon se considèrent comme invités à tout ce qui se passe dehors au mois d'août. Chaque matin, elle retournait les fruits. Chaque soir, elle rentrait les claies, parce que la rosée remet dans le fruit, en 1 heure, ce que le soleil a mis la journée à en sortir. Et quand l'orage de 4 heures arrivait, on voyait cette femme de 60 ans traverser la cour avec une claie sous chaque bras, à une vitesse que je ne lui ai jamais vue pour autre chose. Mes amis, vous êtes nombreux à me demander où retrouver ces astuces en un seul endroit. Je les ai réunies dans un manuel, 56 méthodes d'autrefois, chauffage, eau, jardin, réparation, chacune avec ses étapes et ce qu'elle vous fait économiser. Mise bout à bout, 2 à 4 000 € par an. Pas de matériel compliqué, pas de produits chers, juste ce que vous avez déjà chez vous. 29 €, et remboursé sous 7 jours si ça ne vous va pas. Le lien est dans la description. De voisin à voisin, comme autrefois. 1 semaine de ce régime, parfois 10 jours, et l'abricot ne contient plus qu'un 1/5 d'eau. Il a perdu les 3/4 de son poids et gagné 1 an de vie, parce qu'à ce taux-là, plus rien ne peut y pousser. C'est le principe entier du pruneau d'Agen, une prune dente, séchée au soleil, puis au four, de la figue de Soliès, du raisin sec, et des poires tapées de Rivarennes, en Touraine, séchées au four à pain, puis aplaties à coups de pelle en bois,
le seul fruit de France, combat pour le conserver. Une fois secs, les fruits allaient en boîte de fer ou en bocal fermé, au frais, dans le noir, et elle les surveillait, les premières semaines, parce qu'un fruit mal séché moisit en 15 jours et contamine ses voisins. 2 choses honnêtes sur le séchage. Si une poudre blanche apparaît sur vos figues sèches au bout de 2 mois, gardez-les. C'est le sucre du fruit qui remonte à la surface et cristallise. Une moisissure, elle, est duveteuse, verte ou grise, et elle sent. Ensuite, l'abricot sec de ma grand-mère était brun et fripé. L'orange lumineux des sachets du commerce, c'est le soufre dont l'industrie les traite pour la vitrine. Les bruns ont meilleur goût, je vous laisse choisir votre camp. Le sucre maintenant, et il faut un peu d'histoire, parce que la confiture telle que vous la connaissez est beaucoup plus jeune que vous ne le croyez. La vieille règle de la confiture tient en 3 mots. Poids pour poids. 1 kilo de fruits, 1 kilo de sucre, et on cuit jusqu'à ce que la goutte fige sur une assiette froide. Ce qui donne une confiture aux 2/3 de sucre, et à cette concentration, le sucre accapare toute l'eau. Le sucre affame les microbes au lieu de les tuer. Et c'est la deuxième case. Sauf que le sucre a été, pendant des siècles, une denrée de riches. Nostradamus, qui était de Saint-Rémy, à 1 heure d'ici, a publié un traité des confitures en 1555, mais c'était des confitures de château, au sucre de canne des Antilles. Il a fallu Napoléon, la betterave et l'usine de Benjamin de Lesser à Passy, en 1812, pour que le sucre descende dans les cuisines de tout le monde. La confiture de tout le monde a donc 150 ans, tout au plus. Avant ça, les anciens avaient autre chose. Ils avaient le miel, et là je parle en connaissance de cause. Les Romains gardaient déjà des coins entiers dans des jarres de miel. Et ils avaient surtout le raisiné. On prenait le mou, le jus du raisin à la vendange, et on le faisait réduire dans une bassine de cuivre pendant des heures, jusqu'à un sirop sombre où tout le sucre du raisin s'était concentré. Dans ce sirop, on cuisait les poires, les coings, les pommes, sur plusieurs jours. Ça s'appelait raisiné, en Bourgogne comme en Lorraine, et ça se gardait tout l'hiver en pot de grès. Une confiture sans un seul gramme de sucre acheté. Chez nous, le même mou réduit donnait le vin cuit, et j'y reviendrai. Et puis, il y a la version aristocratique du sucre, née à Apt, à 15 km de chez moi. Les confiseurs d'Apt fournissaient déjà les papes d'Avignon au XIVe siècle, et leurs fruits confits, c'est la méthode du sucre poussé jusqu'au bout. On plonge le fruit entier dans un sirop léger, on l'égoutte, on fait réduire le sirop, on le replonge, et on recommence une dizaine de fois sur plusieurs semaines, chaque bain plus sucré que le précédent, jusqu'à ce que l'eau du fruit ait été remplacée par du sucre. C'est pour ça que la boîte de fruits confits de Noël que personne n'ouvre est encore parfaitement bonne à Pâques, ce qui, si vous y réfléchissez, était précisément l'idée. 2 mots honnêtes sur le sucre aussi. La confiture allégée à 30%, une fois ouverte, moisit en quelques semaines au placard et doit vivre au réfrigérateur comme un yaourt, parce que le sucre ne conserve qu'à forte dose. Et sur la moisissure, justement, ma grand-mère grattait. On sait aujourd'hui que la moisissure envoie ses filaments et ses toxines bien plus profonds que la tache qu'on voit. Moi, je jette le pot et je vous conseille d'en faire autant. Le rond de papier trempé dans l'eau-de-vie qu'elle posait sur chaque pot stérilisait la surface, et c'est ce qui lui évitait de gratter trop souvent. Il y a ensuite le bocal de mon grand-père, celui qui avait la couleur de vitrail. Les cerises à l'eau-de-vie. Les monts de Venasque, juste au nord de chez nous, donnent de belles cerises, et chaque année en juin, il en mettait un bocal de côté, les plus fermes, la queue coupée court, couverte d'eau-de-vie de prune à 45 degrés et d'une bonne poignée de sucre. Le bocal allait dans la souillarde, dans le noir, et on n'y touchait pas avant Noël. L'alcool fait le même travail que le sucre. Il rend l'eau inutilisable, à condition d'être au moins à 40 degrés. Et ce bocal-là est une réserve pour les grandes personnes. Ma grand-mère en servait 3 cerises dans un petit verre à la fin du repas de Noël. Et les enfants avaient droit au sirop des pêches. Je n'ai jamais contesté la répartition. J'ai attendu mon tour.
Et puis, il y a eu Nicolas Appert, l'homme à qui la Souillarde doit tous ses bocaux. Appert était confiseur. Il est né à Châlons, en Champagne, en 1749, et vers la fin du siècle, il s'est mis en tête de résoudre un problème que les armées traînaient depuis toujours, des soldats qui mouraient des vivres pourris, plus sûrement que des canons. Dans son atelier de Massy, il a passé 15 ans à enfermer des fruits, des légumes, de la viande dans des bouteilles bouchées au liège ficelé et à les plonger dans l'eau bouillante pendant un temps qu'il réglait à tâtons. En 1810, le ministère de l'Intérieur lui a versé 12 000 francs à condition qu'il publie sa méthode au lieu de la breveter. Appert est mort pauvre à Massy en 1841, sans avoir jamais su pourquoi sa méthode fonctionnait. Il a fallu Pasteur, un demi-siècle plus tard, pour comprendre que la chaleur tuait ce qui vivait dans le bocal et que le bouchon empêchait le reste d'y entrer. Troisième case. On tue et on ferme la porte. Abonnez-vous. La prochaine vidéo peut vous faire économiser encore plus. Pour les fruits, la méthode n'a presque pas bougé en 2 siècles. Le fruit dans le bocal, un sirop léger par-dessus, le joint de caoutchouc, le couvercle, et le bocal dans une grande marmite d'eau qu'on porte à ébullition, 20 à 30 minutes selon le fruit. Le lendemain, on retire le ressort, et si le couvercle tient tout seul, le vide est fait et le bocal se garde 1 an et plus. S'il se soulève, il va au frigo et se mange dans la semaine. Les abricots de l'hiver 56 sont sortis d'un de ces bocaux, et ma mère dit qu'ils avaient le goût de juillet. Les fruits se prêtent à ça mieux que tout le reste parce qu'ils sont acides, et que dans l'acide, la bactérie du botulisme ne peut pas se développer. Les légumes, qui manquent d'acidité, réclament d'autres précautions, et ce sera un autre épisode. Retenez la règle de ma grand-mère, que la science a confirmée depuis. Un couvercle qui bombe, un bocal qui fuit, un jus qui mousse, ou une odeur qui n'est pas celle du fruit, et tout part à la poubelle sans discussion. Elle a perdu quelques bocaux dans sa vie. Elle n'a jamais perdu une personne. Reste la 4e case, et c'est ma préférée, parce qu'elle demande le moins de travail. Certains fruits se gardent tout seuls, pourvu qu'on les laisse vivants, au frais et dans le noir, et qu'on ralentisse leur respiration au lieu de l'arrêter. Je vous en ai parlé longuement la fois des pommes, alors je ne refais pas l'épisode du fruitier et du papier journal. Les poires d'hiver obéissent à la même logique. Une passe crassane se cueille dure en octobre et mûrit sur la planche jusqu'à la chandeleur. Le coin tient 2 ou 3 mois sur une étagère fraîche et parfume toute la pièce. Et puis, il y a la nèfle, celle du néflier d'Europe, immangeable sur l'arbre, dure comme du bois et âpre à vous tordre la bouche. On la cueille après les premières gelées et on la couche sur de la paille jusqu'à ce qu'elle devienne molle et brune. Ça s'appelle blêtir. Les anciens vous jureront que ce n'est pas pourrir, et ils ont raison, mais convenez que de loin ça se ressemble beaucoup. C'est le seul fruit que je connaisse dont on guette avec impatience le moment où il aura l'air fichu. Et le melon. Ma grand-mère faisait pousser un melon d'hiver, un ver à chair blanche, cueilli en septembre, pendu dans un filet au plafond de la Souillarde, sans qu'il touche rien, et ouvert la nuit de Noël. Moins bon qu'un cavaillon de juillet, et tout de même un petit miracle domestique, attendu comme un cadeau. Le plus beau de toute cette famille vient de Thomery, près de Fontainebleau. Au milieu du XIXe siècle, un vigneron de là-bas, Rose Charmeux, un homme malgré son prénom, a mis au point ce qu'on a appelé la conservation à rafle fraîche. On coupait la grappe de chasselas avec un bout de sarment, on plongeait le sarment dans une petite fiole d'eau, avec un morceau de charbon de bois, pour que l'eau reste saine, et on rangeait des milliers de fioles sur des râteliers, dans des chambres sombres et fraîches. Les grappes continuaient à boire par leur bois. Elles restaient fraîches jusqu'à Pâques, et les tables de Paris mangeaient du raisin de Thomery en plein hiver, comme si de rien n'était. Cette histoire dit exactement ce qu'est la 4e case. On garde le fruit en vie, et c'est lui qui fait le travail. Et si vous voulez voir tout ça réuni sur 1 mètre carré, regardez une table provençale le soir de Noël. Les 13 desserts, les figues sèches, les raisins secs, les amandes et les noix, ce qu'on appelle les 4 mendiants, la pâte de coin,
les fruits confits d'Apt, les poires d'hiver, le raisin conservé, le melon du filet, le vin cuit, ce mou réduit dont je vous parlais. Chaque dessert de cette table est une méthode de conservation, et cette tradition comprend pour de la gourmandise et l'inventaire de ce qu'une famille avait réussi à sauver de son été. Ma grand-mère n'a jamais dit de sa vie qu'elle faisait des conserves. Elle préparait Noël. Ça revenait au même. Les limites honnêtes, maintenant, comme d'habitude. Tout ne se garde pas. La fraise, la framboise, la pêche bien mûre, ces fruits-là n'ont jamais passé l'hiver chez les anciens, autrement qu'en confiture ou dans l'eau-de-vie, et leur solution pour le reste était d'une simplicité brutale. Ils en mangeaient à s'en rendre malades pendant 3 semaines, et puis plus du tout jusqu'à l'année suivante. Ensuite, le séchage veut un climat sec, la confiture veut du vrai sucre, le bocal veut de la rigueur, et le fruitier veut une pièce fraîche, et si rien de tout ça ne vous est donné, un congélateur est un outil parfaitement honorable. J'en ai un. Mais le jour où le courant saute 3 jours de suite, ce sont les bocaux et les figues sèches qui restent debout, et le congélateur qui vous supplie de tout manger avant le soir. Et ne cherchez pas à tout faire le premier été. Personne ne remplit une souillarde en un mois d'août. Vous commencez par un seul fruit, celui que votre coin donne en abondance et pour rien. Le figuier du voisin, qui lâche ses figues sur le trottoir. Les pruniers abandonnés le long des chemins, qui perdent chaque année plus de fruits qu'il n'y en a dans un rayon de supermarché en janvier. Une clé, ou 6 bocaux. L'année d'après, 2 fruits. Et au bout de quelques étés, vous ouvrez le placard en décembre et vous avez une réserve, construite presque sans y penser, pour le prix du sucre et de quelques joints de caoutchouc. Il reste la question de savoir à qui ça profite, que vous ne sachiez plus faire tout ça, et je la prends avec précaution, comme d'habitude, parce que la réponse est plus discrète qu'un complot. L'abricot sec se vend 15 ou 20 € le kilo, et un arbre adulte en donne 30 kilos par été sans rien demander. Il y a un revenu régulier dans le fruit, hors saison, et dans le sachet tout prêt, et il n'y en a strictement aucun dans un homme qui apprend qu'une clé de roseau, du soleil et un bocal le dispensent des deux. Personne ne gagne sa vie à vous enseigner à ne plus avoir besoin de lui. Ce savoir a donc cessé d'être transmis, tout simplement parce que la transmission ne payait personne, et un savoir qu'on ne transmet plus meurt aussi sûrement qu'un savoir qu'on interdit. Le sentier s'est refermé, faute de marcheurs. Eh bien, reprenons-le. Voilà ce que je vous demande. Cet été, choisissez un fruit, un seul, et faites-en passer une partie à l'hiver, par une des 4 cases. Et en décembre, ouvrez. Puis descendez dans les commentaires et dites-moi ce que gardait votre grand-mère, comment et dans quel département, parce qu'il y a dans cette communauté un savoir de famille qui vaut tous les livres, et je lis tout. Et abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait, pour que ces vieilles histoires continuent à circuler. La prochaine fois qu'on s'assoit ensemble, on descend à la cave, parce que je vous ai promis les carottes dans le sable humide depuis l'épisode des pommes et que je n'ai pas oublié, avec le détail du sable qui fait la différence entre une carotte de Mars encore croquante et une éponge. Alors retenez la règle, tout le reste en découle. Un fruit pourri par son eau, sortez-la au soleil, affamez-la avec le sucre ou l'alcool, tuez ce qui s'en sert et fermez le bocal, ou gardez le fruit vivant, au frais dans le noir. 4 cases, et vous avez l'été sur votre table au mois de février, comme ma grand-mère l'hiver où les oliviers ont éclaté. Les gens qui ont bâti ce pays de leurs mains le savaient. Nous commençons seulement à nous en souvenir. Plus de vidéos sur l'écran en ce moment. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suivante.